Mesdames, Messieurs, chers collègues, bienvenue dans le webinaire de la chaire UNESCO, Centre collaborateur OMS, chaire UNESCO Éducation et Santé. Ce webinaire s'inscrit dans la série Pour des écoles en santé et durable. Le webinaire auquel vous allez participer aborde plus spécifiquement la question des enjeux et des outils pour les équipes d'établissement. Comme vous le savez, ce webinaire s'inscrit dans la lignée d'autres webinaires qui se sont tenus récemment, notamment le dernier en date sur la question des compétences psychosociales en pratique. Alors que dans le système éducatif français, la démarche d'école promotrice de santé est promue explicitement à l'heure actuelle, il y a un enjeu fort à penser l'accompagnement des établissements scolaires dans cette démarche. Pour nous éclairer sur cette problématique, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Gaëlle Anne Panatier, collaboratrice scientifique, Fondation Radix, Réseau École 21, réseau suisse d'écoles en santé et durable. Gaëlle Anne Panatier, bonjour. Bonjour. Donc, Madame Panatier, après nous avoir dit quelques mots finalement sur le système, en tout cas suisse en particulier, quels sont, selon vous, les facteurs de succès et les contraintes pour renforcer la promotion de la santé dans les écoles et surtout, bien évidemment, sur la durée, qui est bien évidemment un enjeu fort. Madame Panatier, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, je commence effectivement en préambule par vous faire une petite mise en contexte sur la Suisse, parce qu'on a un système assez particulier, donc, qui est fédéraliste au sens fort, c'est-à-dire qu'au niveau de tout ce qui est de l'éducation et de la santé publique, la compétence relève des cantons. Donc, on a 26 cantons, 26 régions. En Suisse, ça veut dire 26 systèmes sur ces questions, 26 politiques de promotion de santé dans les écoles. On a bien sûr certains points communs, notamment on a 3 régions linguistiques, francophones, germanophones, italophones, et 3 plans d'études harmonisés pour chaque région. Donc, on a vraiment ce niveau cantonal qui est crucial, mais néanmoins, on a une politique fédérale, nationale, on va dire, avec certains acteurs nationaux. Là, j'ai cité les 3 principaux dans ce domaine, l'Office fédéral de la santé publique, une fondation publique qui est aussi un acteur central en promotion de la santé, la Fondation Promotion Santé Suisse. Et au niveau de l'éducation, on n'a pas du tout de ministère d'éducation en Suisse. Ça n'existe pas. On a une conférence intercantonale des directions de l'instruction publique. On a aussi des acteurs parapublics. Et là, je cite ceux qui sont directement impliqués dans la gestion du réseau d'écoles 21. Donc, la Fondation suisse pour la santé Radix, je vais vous présenter aussi quelques projets tout à l'heure, et la Fondation Éducation 21, donc éducation en vue d'un développement durable. Ça, c'est pour un petit préambule. Donc, je passe directement à ce qui nous intéresse, ces questions, quels sont les facteurs de succès ou les contraintes pour renforcer la promotion de la santé dans les écoles sur la durée. Et pour faire un point sur cet axe, je vais commencer par vous présenter assez brièvement le réseau d'écoles 21. Donc, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il amène, quels sont ses principes, disons, aussi d'action. Au niveau national, c'est un réseau qui a plus de 20 ans d'expérience. C'est assez unique. En Suisse, comme dans tous les pays, on a des projets cycliques. Certains durent 5-10 ans, d'autres durent 2 ans, etc. Et là, on a vraiment une démarche qui s'est inscrite sur la durée. Donc, dès le lancement de cette manière de travailler dans les écoles sur les principes de l'OMS. Et puis, on a eu un élargissement à toutes les questions d'éducation en vue d'un développement durable qui s'est fait sur l'impulsion des offices fédéraux depuis 2017. Donc, une ouverture du réseau en s'appuyant néanmoins sur l'expérience des 20 ans précédentes. Le réseau est financé au niveau national par l'Office fédéral de la santé publique, la Fondation Promotion Santé Suisse, et depuis 2017 par un panel d'offices fédéraux, vu que ça concerne plein de domaines, disons, de la vie. On a
niveau très important, ce sont les coordinations cantonales. Hein. Je répète, on est dans un système fédéraliste, donc le niveau de compétence, c'est dans les cantons, c'est eux qui accompagnent les écoles sur le terrain. Et c'est la coordination nationale auquel je participe qui favorise des échanges et des soutiens entre les cantons. Au niveau national, on organise aussi des journées d'études. On a une lettre d'information, des partages d'expériences. Et vous trouvez plein d'informations, aussi un reflet de chacune de ces journées sur le site réseau-école21.ch qui vous met à disposition des outils et des ressources en français et bien sûr en allemand. Donc, on a des équipes de coordination nationale et régionale, c'est-à-dire bilingue. On est une petite équipe en Suisse romande, une petite équipe en Suisse allemande, avec une coopération entre ces deux fondations. Donc, on a actuellement 23 réseaux cantonaux et régionaux. Là, vous avez une petite carte de notre beau pays. Et vous avez en vert foncé, on visualise les réseaux qui ont fait le choix explicite de s'ouvrir à l'éducation et au développement durable. Ça s'est passé les 4 dernières années. En vert clair, on a des réseaux qui ont choisi de rester centrés sur la promotion de la santé. Et puis en gris, c'est les cantons qui n'ont pas un réseau propre, mais les écoles peuvent participer au réseau national. C'est un petit côté, disons, objectif sur le nombre d'écoles concernées. Hein. Ça a ouvert à toutes les écoles depuis les petits, donc 4 ans, école enfantine, 4-6 ans, toute l'école obligatoire, 6-15 ans, et puis le secondaire 2, donc aussi tout ce qui est du post-obligatoire jusqu'aux adultes. On estime actuellement environ à 355 000 élèves, 42 000 enseignants. Donc, c'est plus ou moins 30% des élèves des écoles publiques suisses, sachant qu'en Suisse, on a extrêmement peu d'écoles privées. Donc, on peut dire, extrapoler environ 30% des élèves suisses vivent, du moins apprennent dans une école en santé et durable. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie qu'une école rentre dans le réseau? Et là, on voit aussi un peu des éléments clés de la démarche. Ça veut dire que l'école, elle fait une analyse de situation. Pour rentrer dans le réseau, elle va faire un état des lieux de ce qu'elle a déjà fait, de ce qui existe déjà, de ce dont elle a besoin et des priorités qu'elle veut mettre. Je reviendrai dans la troisième partie aussi sur ces aspects. Sur cette base, donc, qui est indispensable, qui est un moment clé, elle va définir en moyenne, on va dire, 2 objectifs et un programme pour 3 ans pour son école. Donc, chaque établissement, sur une base volontaire, va décider d'entrer en démarche d'école en santé durable et de choisir les points sur lesquels l'établissement veut travailler. Ce qui est très important, c'est l'accord et le soutien de la direction, hein, qui doit être partie prenante du processus, mais aussi on demande à ce que ce soit discuté en conférence des maîtres, comme on dit chez nous, donc avec l'ensemble des enseignants et du personnel de l'école, et qu'il y a une décision forte qui dise on veut avoir cette démarche dans notre établissement. Donc c'est une démarche volontaire. Un prérequis aussi, c'est qu'il y ait un groupe de projet, un groupe de travail interne à l'école qui rassemble différents types de profils. Hein. Ça peut être alors quelqu'un de la direction, ça peut être des enseignants, on va dire, standards, mais aussi des infirmières scolaires, des psychologues, ça dépend de chaque école. Et chaque école s'engage aussi à documenter ce qu'elle fait et à participer aux échanges. Donc, on voit, c'est vraiment un processus qui est réfléchi sur la durée, donc au moins sur 3 ans et qui se renouvelle. En principe, on a très peu d'écoles qui sortent. Un mot clé important, c'est l'approche du setting, hein, donc le milieu de vie, de considérer l'ensemble des acteurs de l'école. Donc ça, c'est, je dirais, central. On cherche à vivre la promotion de la santé et les DD dans toute l'école. Donc, ce n'est pas seulement dans ma classe, en tant qu'élève, en tant qu'enseignant, lorsque j'enseigne ou j'apprends, c'est dans la cour d'école, c'est dans le réfectoire, c'est sur le chemin de l'école, c'est des projets d'établissement, c'est aussi en lien avec tout ce qui est du parascolaire ou des acteurs du quartier ou de la commune. Donc, on a cette approche en milieu de vie qui est très importante. Voilà, j'arrive, disons, au point clé. Hein. J'avais promis que je parlais des facteurs du succès ou des enjeux. Je vais vous présenter 3 éléments clés tout de suite. Hein. 1, à partir des besoins du terrain. 2, impliquer les acteurs. Et puis 3, vraiment s'intégrer dans le fonctionnement de l'établissement
et de l'enseignement. Deux aspects qui sont très importants sur lesquels je ne vais pas revenir, c'est mettre à disposition des ressources pratiques et des compétences. Ça, c'est important. C'est là où il peut y avoir un rôle clé, je dirais, des pouvoirs publics au niveau cantonal ou national. C'est qu'on met à disposition des outils et puis qu'il y ait des compétences, une formation ou du personnel formé qui soit disponible aussi à l'intérieur de l'établissement. Deuxième aspect concret, c'est, j'ai appelé ça, viser des objectifs réalistes. C'est extrêmement basique, mais c'est d'être assez modeste, de se fixer quelques objectifs et d'aller pas à pas. Donc, pour éviter d'épuiser les équipes, les enseignants sur quelque chose qui a lieu qu'une fois, c'est vraiment de réfléchir sur la durée et puis de réfléchir en gestion de projet. Hein. Qu'est-ce qu'on veut obtenir, comment on le fait, quelles ressources on a, etc. Donc, ces trois éléments clés, brièvement. Donc, partir de besoins du terrain, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, on a une impulsion qui peut arriver d'en haut, c'est logique. C'est aussi le but d'avoir une politique de promotion santé à l'école. En Suisse, ça arrive du niveau de la Confédération des cantons qui propose ou impose, c'est plus rare chez nous, un cadre et qui met à disposition des ressources. Mais ce qui est très important, c'est de prendre en compte le contexte spécifique de chaque établissement. Et là, on a vraiment des vécus, des contextes extrêmement différents qui peuvent être différents par des données objectives hein, en termes de type de population, de lieu d'habitation, de l'âge des enfants qui sont dans l'établissement, de la taille d'établissement, des ressources peut-être aussi financières de la commune ou de l'établissement. On a des données plutôt aussi au niveau de la qualité de vie, de ce que j'appelle, et j'y reviendrai, le climat scolaire de l'établissement, comment ça fonctionne entre adultes, avec les élèves, entre élèves, et puis la dynamique d'équipe au niveau des personnels d'école. Donc ça, c'est partir de ce qu'il y a dans chaque établissement, de ce que les gens vivent. C'est indispensable. Donc, cet état des lieux, au début, permet de le faire, mais il faut aussi le faire régulièrement, reprendre les énergies, les besoins, les priorités, et puis s'appuyer sur l'existant. C'est-à-dire ne pas, parce que je rentre dans le réseau, parce que je refais un programme, j'efface tout et je repars. Non, vraiment s'appuyer sur ce qui existe déjà et idéalement impliquer tous les acteurs. J'y reviens. C'est mon deuxième facteur clé. Donc, on l'a dit, c'est en Suisse une démarche volontaire. Et ce qui est très, très important, ce qui est aussi un garant du succès du projet, c'est que chacun, chacune soit impliqué, trouve sa place, puisse s'exprimer. Donc là, c'est à tous les niveaux de l'école. On a bien sûr l'équipe de direction, c'est quand même elle aussi qui peut allouer des ressources ou pas sur certains projets. Un groupe de projets qui puisse être un peu le leader opérationnel, rappeler ces éléments clés d'une école qui promeut la santé et l'éducation et le développement durable. Ce qui est important aussi, c'est que cette équipe soit reconnue, c'est qu'il y ait une reconnaissance de la valeur de ces activités. Ce n'est pas quelque chose en plus d'accessoire, c'est vraiment un élément qui fait partie de l'école. Plus largement, une excellente équipe ne suffit pas, il faut aussi qu'elle puisse mobiliser les enseignants, convaincre de l'intérêt, de l'importance de ces thématiques, au moins à des moments clés. Enfin, on prône, on essaye vraiment de pousser l'implication des élèves, quel que soit leur âge, donc d'encourager une démarche participative et l'empowerment de tous les acteurs. Dernier élément clé, c'est ce que j'ai mis de s'inscrire dans le fonctionnement, le quotidien de l'école. Donc, arriver avec une démarche qui est vue comme quelque chose de supplémentaire, ça va être perçu comme une surcharge. On est dans des contextes où les équipes enseignantes souvent se sont déjà trop sollicitées. Il y avait énormément de demandes liées à l'enseignement, mais aussi à la mission éducative de l'école ou à d'autres choses. Et donc, l'idée, c'est de montrer que cette démarche, elle s'intègre dans le cœur de la vie d'école et qu'elle facilite la vie d'école et l'enseignement.
Donc là, on essaye vraiment de mettre en évidence comment développer, par exemple, les compétences psychosociales. C'est remplir les objectifs du plan d'études, quelle que soit la région linguistique. C'est dans les plans d'études qu'on a en Suisse. Et donc, on essaie de mettre en évidence, quand on travaille sur une thématique, les liens avec ce plan d'études, avec les branches aussi d'enseignement. Donc, c'est, je dirais, le troisième facteur de succès pour moi d'une telle démarche, c'est de montrer qu'elle est partie de l'école et que ce n'est pas quelque chose en plus. Voilà. J'en ai fini pour cette première partie. Merci, Madame Panatier. Le temps que Madame Ivasenko présente les questionnements et les réponses qu'il peut y avoir sur VoClap, une courte synthèse. Je retiens effectivement les 3 points clés de cette première partie. L'idée que la démarche, elle est unique. En fait, elle doit refléter du coup le déjà là d'un établissement. Ça doit être le point de départ, en tout cas de l'engagement, en tout cas de la démarche. Le deuxième point clé que je retiens, effectivement, c'est l'enjeu à susciter de l'intérêt et de la motivation, du coup, de la part de l'ensemble des membres qui composent l'équipe éducative. Donc, finalement, susciter l'intérêt et les convaincre de l'enjeu qu'il y a effectivement à s'engager dans ce type de démarche. Et le troisième point, Madame Panatier, je retiens également l'enjeu qu'il y a à développer finalement quelque chose qui soit assez progressif, finalement, qui ressemble à une progressivité qui ressemble en fait à un curriculum qui s'appuie bien évidemment sur les programmes, sur ce qu'est l'établissement, mais aussi effectivement qui correspondent à des objectifs qui soient finalement adaptés par rapport à là où en est l'établissement. C'est-à-dire ce que j'entends derrière, en tout cas, votre intervention, c'est qu'il n'y a pas de démarche type ou de démarche clé en main, entre guillemets. Il n'y a qu'une démarche qui peut refléter en fait ce qu'est l'établissement. Merci pour cette première partie. 2 premières questions. Madame Panatier, vous avez parlé de l'enjeu du coup de partir des besoins de l'établissement. Comment ça se passe en Suisse? Est-ce qu'il y a des outils diagnostiques qui sont finalement universels, entre guillemets, qui sont prescrits aux établissements, ou est-ce que chaque équipe finalement se dote d'outils qu'il a à disposition? Alors, ma réponse est double. Il y a certains outils qui sont disponibles. Je vais présenter l'un d'eux dans la troisième partie. Donc, c'est ce qu'on appelle les critères de qualité du réseau d'écoles en santé durable, qui permettent de faire une analyse des besoins. Et puis ensuite, dans chaque canton, dans certains cantons, il y a aussi des outils qui ont été développés ad hoc pour les écoles. Mais c'est assez libre, je dirais. Il y a plusieurs manières de faire cette analyse. Il n'y a pas un mode d'emploi qui est prescrit, c'est plutôt par contre de ne pas éviter, de garantir que cette étape soit faite et qu'on prenne en compte idéalement les besoins des adultes et aussi des élèves. D'accord. Je dirais, on a un outil climat scolaire qui existait mais qui est plutôt en train de s'arrêter. Et puis, on a aussi un intérêt fort sur ce qui est fait en France sur le climat scolaire. Vous avez un système d'enquête qui est vraiment très, très intéressant. Donc ça, pour moi, c'est des outils tout à fait pertinents pour aussi prendre en compte l'opinion de chacun, de chacune. OK. Merci. Donc, également en lien avec les questions du coup sur QR, est-ce que finalement les équipes sont formées à ça? Finalement, qui est-ce qui opère ça? Ça veut dire que toutes les équipes des établissements sont formées à ça? Alors, non, il y a certains cantons qui ont une formation pour une personne, disons, dans l'école, qui a plutôt cette casquette, qui ont des noms dans chaque région, c'est différent. Sinon, on a assez peu de formation. Ça, c'est un point sur lequel on peut progresser en Suisse, c'est qu'on a disons, des formations continues à choix qui peuvent être faites par des enseignants qui ont donc déjà une sensibilité, mais on a assez peu de ressources, on n'a pas de formation généralisée à ces questions. Donc, on a dans les groupes de projet, il y a des personnes clés. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des médiateurs ou des médiatrices. Ça, c'est des personnes qui ont une formation pour pouvoir accompagner les élèves, qu'ils soient des petits ou des adolescents. Mais on n'a pas peu. On a 2 cantons, les 2 plus gros cantons, Zurich et Vaud, qui ont vraiment un système, on va dire, homologué, avec une formation certifiante de responsable, on va dire, promotion santé à l'école, mais c'est plutôt l'exception.
Merci. Deux autres questions. La suivante, elle concerne finalement l'implication. On a vu que l'enrôlement, en tout cas l'engagement, c'est vraiment un élément clé, bien évidemment, là chez vous également, hein, de la démarche d'école en santé. On sait qu'il y a toujours beaucoup de questionnements, hein, autour de finalement comment on parvient à impliquer, à enrôler les familles, les élèves, etc. dans cette démarche. Est-ce que vous avez un élément à partager avec nous autour de ces problématiques qui sont des problématiques récurrentes? Et je suppose que vous partagez également. Un élément? Oui, deux. Le premier, c'est partir des énergies qu'il y a sur le terrain. Si vous partez des projets qui tiennent à cœur de l'établissement, ils vont aussi arriver à prendre avec les parents ou le quartier. Et puis le deuxième, très malheureusement, souvent un facteur de motivation, c'est au moment où il y a une crise. Donc, si typiquement il y a des phénomènes de harcèlement qui sont importants dans une école, à ce moment-là, elle va probablement réagir, avoir disons, une gestion de crise et par la suite partir sur une démarche plus structurelle, plus de climat scolaire typiquement. Donc ça, c'est un levier, c'est pas le meilleur, mais c'est un qui marche bien et où là, les parents aussi du coup, sont souvent impliqués. Dernier élément, avant de regarder les réponses des participants au WooClap, vous avez insisté également sur l'idée d'avoir une programmation qui soit adaptée et finalement, du coup, qui peut être très variable, en fait, hein, si j'entends bien, d'un établissement à un autre. Là aussi, peut-être un exemple concret, ça veut donc dire qu'il peut très bien y avoir une progression sur un thème de santé, une progression sur la gestion matérielle, peut-être, pourquoi pas des sanitaires, en tout cas dans un établissement scolaire ou des gestions en tout cas des difficultés en termes de climat ou de relations sociales. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner à voir un ou deux exemples là aussi concrets du coup de ce que peut être une planification d'une école et des objectifs? Oui, alors c'est extrêmement variable. Je dirais, alors il y a quand même beaucoup de choses liées au climat scolaire au sens très large, hein, aussi prévention des violences, vivre ensemble. Après, quand on part d'une situation un peu de crise, on peut avoir des thématiques très très précises, hein, sur les addictions, sur du cyberharcèlement, enfin, etc. Je dirais pour moi l'essentiel, et ça c'est vraiment à pointer, c'est quel que soit le thème d'où on part ou avec quoi on décide de partir, ce que va faire l'école, la mobilisation qui a lieu, ce qui est clarifié en termes aussi de rôle de chacun, de chacune, va servir à toutes les thématiques. Et là aussi, ce sera la deuxième partie sur les liens promotion santé ou EDD. On peut travailler sur un thème spécifique. Le travail qu'on fait dans l'établissement, cette démarche, elle va servir à toutes les thématiques. Donc, je dirais, on peut partir de quelque chose de très spécifique, de très précis. Dans tous les cas, dans un deuxième temps, on voit que ça s'élargit et puis que ça intègre beaucoup d'autres thèmes sur la durée. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de partir grand. En partant assez petit, tous ces enjeux, ils apparaissent, mais du coup, l'équipe, l'établissement se les approprie. Merci beaucoup, Madame Panatier, pour ces premiers éléments de réponse. Donc, on va consulter ensemble les réponses des participants au webinaire donc sur cette question. Donc, on voit effectivement, hein, que parmi les éléments clés qui émergent, hein, de ce nuage de mots, on voit effectivement qu'en plein cœur, hein, la question du partenariat, la question de la démarche de projet. Donc là, on voit bien effectivement que ces éléments recoupent bien évidemment vos propos. La question de la formation qui occupe, vous l'avez vu là aussi, dans les préoccupations et dans les éléments qui sont renvoyés par les participants. Vous avez commencé à nous en dire quelques mots. Est-ce que vous souhaitez réagir sur un élément spécifique, Madame Panatier? Oui, moi je vois climat scolaire en petit, là en rose. Personnellement, c'est quelque chose qui est très important. C'est clair que le partenariat, que ce soit à l'intérieur de l'école ou avec l'extérieur de l'école, et notamment le parascolaire ou les spécialistes, c'est extrêmement important. Oui, la formation aussi, et c'est là où peut-être que nous, en Suisse, on a des progrès à faire. On est plus sur ces démarches de mise en projet, disons. Euh, mais effectivement, ça correspond bien à, je pense, c'est effectivement les éléments facilitants. Oui. Merci. Je vous propose de passer à la deuxième question. Donc, deuxième question, Madame Panatier. Finalement, quelles sont selon vous, hein, les clés et les pistes, hein, pour une démarche d'établissement qui donne toute sa place à la santé et dans la perspective du développement durable, hein, parce qu'on voit bien là en tout cas une spécificité aussi du contexte sur le fait que
vous posez, j'allais dire, au même niveau, hein, santé et développement durable, là où, en tout cas, nous, dans notre système éducatif, on a quelque chose qui est encore très tourné école promotrice de santé, et d'ailleurs qui, à chaque fois, hein, interroge les liens avec justement la question du climat scolaire et le lien avec le développement durable. Il semblerait que de votre côté, vous ayez franchi le pas. Et donc, on a hâte de vous entendre sur ce deuxième point. Madame Panatier? Oui, alors on a franchi le pas, oui, on a franchi le pas quand même pas mal par le haut. Donc sur le terrain, je dirais il y a des réalités très différentes, mais je vais essayer de vous mettre en évidence ces liens et comment est-ce qu'on essaye d'avancer sur ces questions en Suisse. Donc les bases, hein, je pense qu'elles sont largement connues du public de ces webinaires, mais j'ai quand même mis en aide-mémoire. Donc, en promotion de la santé, on s'appuie sur la charte d'Ottawa, hein, la référence mondiale, je dirais, sur comment concevoir des environnements de vie favorables à la santé. C'est ce que j'ai rappelé aussi avant sur l'approche en termes de setting, qui est aussi la manière de réfléchir du développement durable. Sur le développement durable, c'est vraiment cette vision de société et ces indicateurs, disons, ces facteurs liés à l'agenda 2030 de l'ONU. Donc, on s'appuie énormément sur des références internationales. En particulier, en Suisse, on l'a inscrit aussi dans la Constitution, ce qui est un geste fort. Hein, c'est-à-dire qu'on a eu une décision politique du peuple suisse d'en faire une priorité. Et puis, l'éducation en vue d'un développement durable, là, on a un concept pédagogique, on a aussi une clarification qui a été faite avec la Fondation Éducation 21. Et puis, c'est présent dans les plans d'études hein, qui ont été renouvelés en Suisse suite à un très long processus. Chaque région, maintenant, a un nouveau plan d'études qui a entre 3 et 8 ans, je dirais, où l'EDD est vraiment présente. Donc, c'est une mission à part entière de l'école. On va essayer d'agir à plusieurs niveaux, au niveau de l'éducation au développement durable et de la promotion de la santé. Donc, j'ai mis ce triangle, un peu ce rappel. On travaille ce qui paraît le plus immédiat quand on parle de l'EDD, c'est qu'on réfléchit à l'enseignement et à l'apprentissage dans l'établissement scolaire. Mais on parle surtout ou aussi d'un milieu de vie et puis des relations de l'école avec le monde extérieur. Donc, en résumé, et là, on a beaucoup de ressources aussi disponibles en ligne, un développement durable pour l'école, ça signifie penser et agir de manière responsable vis-à-vis de soi-même et d'autrui, vis-à-vis de l'environnement au sens large, des processus économiques, des réalités locales et globales, et puis on a un axe temps aussi hier, aujourd'hui et demain. Donc on essaie d'agir sur ces niveaux, de prendre en compte ces niveaux. Là, c'est un schéma qui fait un peu une synthèse de ces aspects de l'école insérés dans un milieu de vie. Donc, vous voyez, au milieu, il y a ce bâtiment, entre guillemets, d'école, où il y a plusieurs axes sur lesquels on peut travailler. Et puis, il y a des relations avec l'entier de l'environnement de l'école. Et on s'appuie sur des principes que je ne vais pas détailler, mais brièvement aborder. Donc, on a essayé de les synthétiser en 6 principes qui sont communs à la démarche de promotion santé et DDD. Donc, je dirais on les met au même niveau, entre guillemets, c'est qu'on est arrivé à la conclusion que dans ces démarches, on a la même manière de travailler. On souhaite renforcer le même type de compétences psychosociales ou de compétences d'apprentissage, de vision du monde, on va dire, chez les élèves et chez les adultes de l'école aussi. Donc, cette démarche en santé et durable, elle est tout à fait cohérente avec ces principes-là, donc ils sont communs. Je vous les ai mis ici, je ne vais pas les détailler les 6, mais c'est cette manière de penser. Si j'en prends un, donc par exemple la participation, c'est de considérer que dans une école en santé durable, on prend en compte tous les acteurs, les élèves, les enseignants, mais aussi les autres personnels de l'école. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris aussi. Typiquement, si vous avez le point de vue des personnes du secrétariat, du concierge ou éventuellement du parascolaire qui partagent les locaux,
vous avez vraiment aussi une plus-value. Et on essaie de les impliquer dans les processus de décision, en tout cas à des moments clés. Et donc, cette démarche, cette manière de faire, ce principe renforce les DD, renforce la promotion de la santé. On apprend aux élèves, aux jeunes, aux enfants qu'ils ont un espace, un pouvoir d'agir. C'est eux aussi qui ont l'espace pour développer leur propre initiative. Donc, on a ces 6 principes, je dirais, qui sont communs, qui sont l'arrière-plan de toute démarche. Là, c'est un petit peu la fleur, le panel d'entrée thématique qu'on peut avoir. Donc, on a le premier, c'est ce qui rassemble plutôt les gens de ce webinaire, santé, bien-être, mais on a tous ces éléments, citoyenneté, droits humains, diversité, environnement, consommation, économie, interdépendance mondiale, et les autres, c'est-à-dire c'est pas fermé, c'est pas une liste fermée. Donc, on peut rentrer en projet sur n'importe quel thème. On peut aussi choisir 2 objectifs dans 2 thèmes différents. Dans tous les cas, en utilisant ces principes, ça permet de développer une école qui sera favorable à la santé et au développement. Vous avez de nombreuses ressources qui sont disponibles, alors plutôt du côté de l'enseignement, des séquences d'enseignement ou du matériel sur le site de la Fondation Éducation 21 que j'ai cité. Je termine avec 2 éléments autour du climat scolaire qui est central, quel que soit le thème qu'on choisit. Je pense que c'est un incontournable pour une école qui va bien, et c'est une école qui va bien qui va pouvoir développer les compétences ou choisir certains thèmes, se mettre en projet. Donc là, j'ai repris le schéma de Canopé. Là, vous avez un site, une plateforme avec énormément de ressources très intéressantes qui met en évidence cet ensemble de facteurs qui influencent le climat scolaire, qui font le système. Ce qu'on essaye aussi de mettre en évidence, c'est que justement, c'est quelque chose qui se construit ensemble et qu'il faut prendre en compte tout le monde, les adultes, les élèves, les parents. Donc, ce n'est pas juste un groupe de projets qui travaille là-dessus. C'est une construction collective. Et puis là où c'est un défi, c'est d'arriver à le vivre au quotidien, à donner de l'espace au quotidien. Puis ça demande beaucoup de souplesse. Dernier élément clé, en Suisse, on essaye vraiment, les acteurs de la promotion santé dans les écoles, de montrer l'importance de travailler aussi sur la santé des enseignants, des enseignantes et des directions d'école. Et il y a vraiment des liens entre la santé des adultes, on va dire, et des élèves. Là, on a un schéma qui le résume, et puis on a un argumentaire qui le détaille, que vous trouvez aussi en ligne sur radix.ch/PSE, donc promotion de la santé en entreprise, dans les écoles, si on veut. Et là, c'est un élément clé aussi. Si vous avez une équipe éducative, une bonne communication, une solidarité, c'est aussi des gens qui vont être beaucoup plus à l'écoute et puis qui vont aussi pouvoir se mettre en projet, avoir une vision, donner de l'espace aussi, parce qu'il y a de la confiance, laisser l'espace aux jeunes. Et ça, c'est un point très important, même si je ne vais pas... Merci, Madame Panatier, pour ces éléments de réponse à cette deuxième question. Une première question, en tout cas, qui émerge. Donc, en fait, si on vous suit bien, pour essayer de relier en fait, ces éléments, il y a eu mise en accord, entre guillemets, ou en tout cas, vous avez cherché à identifier des grands principes, finalement fédérateurs, qui permettent de mailler, du coup, santé et développement durable. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots, finalement, sur à quel niveau finalement cette réflexion s'est passée, et est-ce qu'il y a eu finalement un consensus rapide qui s'est dégagé en tout cas de ce travail? Alors, ça s'est basé vraiment sur l'expérience du réseau d'écoles en santé déjà, donc sur vraiment cette expérience de qu'est-ce qui met une école en mouvement.
Et puis après, on s'est inspiré de ce qui s'est fait dans d'autres pays. Il y a d'autres pays qui avaient déjà des démarches intéressantes d'écoles vertes, entre guillemets. Bien sûr, de tout ce qui est à l'international. Donc, je dirais c'est un mélange entre s'appuyer finalement sur des éléments assez consensuels au niveau international et puis des éléments issus de la pratique. Et puis, c'est des principes, on ne vise pas à en faire une théorie, c'est plutôt pour essayer de faire comprendre aux personnes sur le terrain qu'est-ce qu'on entend, par exemple, pour penser en système. Enfin, on a essayé de rendre accessible, et ce n'est pas facile, hein, je dois dire, il y a quand même un handicap à la démarche EDD en général, je trouve, c'est qu'on a beaucoup de théories ou des théoriciens ou des concepts assez abstraits, et puis finalement l'enseignant dans son établissement, dans sa classe, a besoin de choses concrètes. Et donc là, on va les trouver plutôt dans les séquences d'enseignement ou dans les liens qu'on fait avec les plans d'études. On va essayer vraiment de rendre accessible cette manière de réfléchir. Ouais. Merci. Deuxième question hein, qui émerge là toujours. Cette fois-ci, elle a trait finalement, vous nous avez dit qu'il y a un développement progressif, hein, nous semble-t-il, en tout cas des écoles hein, qui vont pencher sur une labellisation, en tout cas santé et durable, et puis certaines qui sont encore, hein, c'était votre carte du début, qui sont restées plutôt sur un angle promotion de la santé, école promotrice de santé finalement. Est-ce que vous avez quelques éléments là, à nous partager sur ce qui fait que finalement certains pareil, hein, on franchit le pas et se sont, j'allais dire, identifiés plutôt comme santé et durable. Est-ce que c'est des thématiques finalement communes, fédératrices, ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ou un leadership particulier, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, finalement, les écoles sont allées sur santé et durable? Est-ce que vous avez quelques éléments à nous partager autour de ça? Alors, c'est très variable, et puis on a le label et puis la réalité. Donc, vous allez avoir des écoles déjà qui n'ont aucun label, qui ne sont pas dans le réseau, qui ont des démarches super intéressantes. Donc, c'est pas les écoles membres du réseau n'ont de loin pas le monopole de créativité ou d'initiatives intéressantes. Hein. C'est certaines écoles qui ont choisi de faire cette démarche, d'être insérées dans un réseau ou d'avoir un soutien cantonal par ce biais. Après, le choix, il réside plutôt au niveau des cantons, donc c'est un choix relativement politique. Au niveau de la politique cantonale, de dire, OK, on veut visibiliser les DD, ou on considère que ces deux démarches au point, disons, point de vue se rassemblent, et on veut proposer aussi un accompagnement sur d'autres thématiques de la promotion. Mais on a des écoles qui sont dans des cantons qui restent avec plutôt une étiquette promotion de la santé, qui font des choses aussi très intéressantes sur la citoyenneté, l'environnement, etc. Donc pour moi, ces étiquettes, c'est très relatif. C'est plutôt de mettre en évidence qu'effectivement, enfin ça c'est mon point de vue hein, qui vient de la promotion santé, je l'assume, mais de mettre en évidence que les deux démarches, on peut faire de la promotion santé, c'est aussi faire de l'EDD, et faire de l'EDD, c'est y inclut faire de la promotion santé. Donc, je dirais que c'est plus une affaire d'étiquette que de vécu sur le terrain. Complètement. Merci. Une autre question encore dans le Q&R. Les écoles bénéficient-elles d'un accompagnement justement dans la mise en œuvre de cette démarche très concrètement? Oui. Alors, en principe, justement, dans les réseaux cantonaux, il y a une coordinatrice ou un coordinateur cantonal. Dans certains cantons qui sont plus grands ou qui ont plus de ressources, il y a même toute une équipe d'accompagnants qui peut accompagner les projets. Et puis, disons, les écoles sont accompagnées à des moments clés, c'est-à-dire en tout cas au moment de l'entrée dans le réseau, au moment de l'état des lieux, il y a un accompagnement externe qui est fait. Et puis après, c'est très variable. L'école peut mobiliser, peut demander un soutien, soit pour refaire un point de situation, refixer des objectifs, soit si à un moment donné elle rencontre un problème inattendu et qu'elle veut vraiment un soutien immédiat. Donc oui, en principe, dans chaque canton, il y a un accompagnement possible sur le terrain. Et puis il y a une disposition aussi, alors plutôt de conseil ou d'appui à distance, mais il y a aussi un accompagnement qui peut être fait sur site.
Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On va justement arriver au troisième temps, en tout cas, de ce webinaire. Et justement, on a beaucoup d'interrogations, beaucoup de remarques par rapport à la disponibilité des outils. Alors, est-ce que vous pouvez, Madame Panatier, partager avec nous des outils pratiques, hein, entre guillemets, pour impulser cette démarche d'école en santé, ou bien encore de programmes pour impulser cette démarche école en santé? Il y a déjà eu beaucoup de demandes, du coup, dans le chat. Et concernant justement la disponibilité de ces ressources et outils. Alors, je vais vous présenter principalement un outil, mais il y en a d'autres sur la plateforme du réseau, et puis aussi d'autres outils qui ne sont pas forcément à l'intérieur du réseau, mais des programmes qui sont proposés en Suisse. Donc, un outil central, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est critères de qualité pour une école en santé durable. C'est un outil qui peut être vu de loin comme c'est un peu rébarbatif, hein, qui est assez long, mais qu'on a essayé de simplifier. Alors, je vous en parle brièvement. Donc, c'est une sorte de grille d'analyse qui est là comme outil de réflexion pour chaque établissement qui le souhaite, qui permet de faire un point de situation, une analyse de la situation à un moment donné, soit au moment d'entrer dans le réseau, soit à des moments T quand elle choisit de le faire, et puis de prioriser les aspects sur lesquels l'école veut investir, quel type de projet ou quel type d'objectif elle veut se fixer. Ça, c'est la vision globale. C'est récent, hein, on a retravaillé cet outil, on l'a terminé l'année dernière. On a fait le choix maintenant d'avoir ce qu'on appelle un module de base, qui est un groupe de 15 questions ou de 15 indicateurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs questions dans un indicateur, qui est une manière d'entrer, de faire le point, je dirais, global de l'école de manière un peu simplifiée. On a essayé d'aller à l'essentiel avec un module assez court. Et puis après, on a de manière détaillée, et ça peut être utilisé de manière différente, tout l'éventail de ce qu'on peut faire dans une école ou sur les points sur lesquels on pourrait réfléchir. Donc, les principes d'action dont on a déjà parlé, la manière, l'organisation, les aspects plutôt structurels. Et puis ensuite, et là je vais vous les présenter, on a aussi des thèmes. Donc, une école, elle peut choisir de faire le module de base qui fait un peu son horizon, disons, son état de situation générale. Et puis après, elle peut choisir de réfléchir à l'aide d'un ou deux autres modules. Donc là, on a une série de questions. C'est un questionnaire. L'idée, c'est de le passer, de travailler avec l'ensemble, moi, tous ceux qui sont motivés, des personnels de l'école. Donc, ça ne s'adresse pas aux élèves. Dans ce cas précis, on consulte les adultes. C'est construit comme ça. Donc, on peut choisir de faire un module de base, de peut-être prendre un module sur un principe, par exemple sur la participation. Je vais vous montrer deux exemples. Et puis, de choisir, alors soit en ayant déjà fait une enquête interne sur les thèmes qui intéressent le plus l'école, ça c'est l'idéal. On peut aussi mobiliser les élèves, savoir sur quoi ils aimeraient s'investir. Soit il y a un groupe de travail qui choisit, donc il faut décider, nous on veut travailler sur l'énergie, la protection du climat, et puis on voit que dans notre école on a des problèmes que les enseignants vont pas bien, par exemple, donc on pourrait choisir là des deux, santé psychosociale des enseignants et des enseignantes. Donc voilà, ça c'est à disposition. Donc il y a tout un panel de questions qui permettent de faire un état de situation. Je vous en montre deux. Alors, un exemple, c'est sur un principe d'action, c'est sur la participation. Donc là, vous avez 4 questions qui permettent de réfléchir sur ces aspects. Donc, si on prend par exemple la 3, des occasions de participation pour les élèves, conseil d'école, conseil de classe, et les parents, conseil de parents, par exemple. Hein, ce qui est en gris, c'est des exemples. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Ont lieu régulièrement, font l'objet d'une réflexion et d'un développement continu concernant la qualité et la fréquence de ces participations. Et puis là, c'est important, c'est qu'on a deux aspects qu'on examine. On pose la question aux gens,
quelle est votre perception? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, par exemple, ces espaces de participation? Moi, j'ai par exemple l'impression pas du tout. C'est un gros problème chez nous. C'est top-down dans mon école, on ne consulte pas les élèves, donc je pourrais répondre 1, 2. Et puis, on remplit toute la grille. Et la deuxième question qu'on pose, c'est est-ce que pour vous, c'est une priorité? Parce que des fois, on a des choses qui n'existent pas, mais ce n'est pas perçu comme un manque ou qu'il y a un besoin là-dessus. Des fois, il y a des choses qui sont déjà bien développées, mais c'est vu comme vraiment central, et donc il y a une priorité qui est mise là-dessus. Donc, c'est un outil qui permet de réfléchir ensemble et qui permet de récolter le point de vue des acteurs de l'école. Et puis là, j'ai mis un autre exemple. Donc, ça, c'est un des thèmes de côté plutôt EDD, la diversité. Et c'est le volet enseigner, apprendre et accompagner. On a chaque fois une réflexion sur les thèmes au niveau de l'enseignement et au niveau de la vie dans l'école, de l'organisation de l'école. Donc là, c'est, je ne sais pas si on prend le 4, des ressources pédagogiques éprouvées et faciles à utiliser concernant la diversité, notamment culturelle, et l'inégalité, quelle qu'elle soit. 1, sont à disposition et 2, sont utilisées. Parce que des fois, on a des ressources, mais on ne les utilise pas. Donc, voilà, ça permet de faire un point, de permettre aussi de réfléchir ensemble, de sensibiliser les personnels des écoles sur ces questions. Donc, je dirais ça, c'est un outil très concret qui est en libre accès, qui est disponible. Et je dirais le module de base permet vraiment d'avoir une entrée assez généraliste sur ces questions. Moi, je vais vous présenter brièvement 3 programmes qu'on a développés en Suisse, qui sont disponibles ou en voie de l'être en Suisse romande, qui montrent quel type de projets peuvent être intégrés dans les écoles. Puis je vais essayer de faire court, mais néanmoins de vous mettre en évidence des éléments clés de leur succès. Donc, j'y vais tout de suite. Premier programme s'appelle Sortir ensemble et se respecter. J'ai chaque fois mis l'URL où vous trouvez toutes les informations en français et en allemand en général. Donc, c'est un programme de prévention des violences et des comportements abusifs au sein des relations amoureuses ou, disons, dans les relations aussi amicales ou en général entre jeunes, qui vise les 13-18 ans et qui a pour objectif de, on va dire, je les ai listés à l'écran, prévenir, identifier, nommer les comportements abusifs dans les relations amoureuses, encourager un changement de comportement, d'attitude des jeunes, amener les jeunes à activer des compétences positives ou en acquérir, et permettre, ça c'est important, aux jeunes de mieux soutenir leurs pairs. Donc ça, c'est un programme qui s'intègre dans des écoles aussi qui souhaitent le faire. Dans la plupart des cantons, ça peut être disponible, mais ce n'est pas dans le programme de base. Et je dirais comme élément clé, l'avantage de cet outil, de ce programme, c'est d'avoir un travail sur la durée. Il y a plusieurs sessions qui sont données. Donc, les jeunes suivent, par exemple, dans un canton, c'est 4 semaines de suite. Ils ont une session de 2 heures sur ces questions. C'est intégré dans le programme scolaire, donc dans les heures d'école, on va dire. Et puis, c'est interactif. Donc, il y a vraiment un espace d'échange pour les jeunes, avec un tandem d'animateurs et d'animatrices, idéalement un homme et une femme sur ce thème, c'est assez important, qui est formé, donc là aussi qui garantit une qualité du programme. Deuxième programme qui existe largement en Suisse allemande pour l'instant, qui à la base était australien, qui a été développé en Allemagne du Sud et puis qu'on cherche à adapter partiellement en Suisse romande, c'est Mind Matters. Alors là, je dirais un programme, c'est vraiment centré sur la santé psychique. C'est très en adéquation avec tout ce que j'ai dit sur le réseau d'écoles en santé durable. C'est-à-dire qu'on va travailler aux différents niveaux. On va travailler sur l'organisation de l'école, sur le climat scolaire, sur tout le processus aussi de prise en compte des difficultés des élèves. On va travailler en classe avec des modules d'enseignement disponibles qui sont en lien avec le plan d'études. Et puis, il y a un travail qui est fait là de formation, de sensibilisation. Il y a une formation continue qui est donnée à l'ensemble du personnel de l'école pour utiliser ce programme et pour avoir des compétences en termes de santé psychique. Là, on a publié en automne avec d'autres partenaires de Suisse romande un document de référence
qui est aussi disponible donc en ligne sur la promotion de la santé psychique des adolescents à l'école et dans l'espace social. Donc là, on vise plutôt les 13-18 ans. Je dirais un facteur clé, c'est que c'est une démarche qui est vraiment intégrée dans l'établissement. Et puis en même temps, il y a des modules à la carte. On n'est pas obligé de faire tous les modules. Il y a X enseignants qui peuvent choisir tel thème. Donc il y a aussi un point central de succès de ces outils, c'est qu'il y ait de la souplesse, qu'on puisse adapter au contexte, aux besoins, aux énergies, etc. Dernier, très brièvement, je voulais mettre en évidence aussi ces aspects de travailler sur la santé des personnels de l'école. C'est un élément clé de prendre en compte les besoins, les attentes, peut-être les souffrances des personnels de l'école, des enseignants, mais aussi des enseignants-enseignantes, des directions d'école et des autres professionnels. Et là, on a un outil, je dirais, performant, assez complet, qui permet de faire une enquête en ligne auprès de l'ensemble des salariés et des salariés d'une école, et puis de donner un retour individuel sur notamment le niveau de stress ou l'équilibre vie professionnelle, vie privée, etc. Il y a plusieurs axes. Et surtout un panorama collectif, une vision d'ensemble du vécu, du ressenti, de l'état de santé des personnels, qui permet ensuite de construire de manière participative un programme, une réponse à cet état de situation. Et là, les éléments clés, c'est cette enquête en ligne qui fonctionne bien, la combinaison du retour individuel et de la démarche collective, et on a un accompagnement externe. Donc là, il y a ce qu'on appelle des dispositifs d'accompagnement. On a des personnes qui ont été formées, qui accompagnent l'établissement scolaire dans la mise en place de mesures suite à cet état des lieux de la santé des personnels. Voilà, je vous remercie. Je vous ai mis un petit panorama de nos montagnes pour montrer qu'on est sur le chemin. Vous avez un petit tour d'horizon suisse. Là, vous avez 3 sites web sur lesquels vous trouvez de nombreuses références. Je n'ai pas le temps de vous les donner en détail, mais selon vos thèmes, vos besoins, vos recherches d'outils, vous allez trouver aussi des ressources sur ces sites. Merci Madame Panatier pour ces éléments de réponse à cette troisième question. Il y a d'ores et déjà 2 questions qui émergent par rapport à votre présentation. La première, c'est justement sur le premier outil que vous venez de nous présenter, qui a une fonction plutôt effectivement d'aide, entre guillemets, pour les établissements pour dégager des priorités. 2 questions qui se dégagent autour de ça, finalement, c'est à quel niveau et donc qui participe au remplissage justement de ce document, c'est-à-dire, vous voyez, de façon très pratique, voilà, qui le fait, à quel moment, en fait, et dans quels espaces-temps. Et puis, en parallèle, il y a une autre question qui se dégage de ça, qui est celle de la labellisation. Est-ce que finalement, ce document sert aussi à la labellisation des écoles ou pas, ou est-ce qu'il a plutôt une fonction de diagnostic, comme vous l'avez indiqué, ou est-ce qu'il y a aussi derrière l'idée d'une labellisation, parce que ça aussi, c'est un point qui est en débat dans le système à l'heure actuelle, un système éducatif français à l'heure actuelle. Oui. Donc, 2 questions, s'il vous plaît. Merci. Alors, il peut être utilisé lorsqu'une école elle décide d'entrer dans le réseau, mais l'idée, c'est aussi qu'elle puisse être utilisée à n'importe quel moment où l'école souhaite refaire un point ou reprioriser ou reconsulter son personnel. Dans l'idéal, il devrait être rempli par tout le personnel de l'école. Ça, c'est l'idéal. À minima, il est utilisé par un groupe de projet ou un groupe santé ou EDD élargi. Mais dans l'idéal, c'est l'ensemble du personnel qui devrait pouvoir donner son avis pour qu'on ait vraiment un point de vue global et pas seulement le point de vue de quelques acteurs du groupe de projet. On aimerait bien le développer en ligne. Pour l'instant, on n'a pas encore le budget, mais c'est clair qu'on aimerait bien avoir un outil interactif qui permet de faire ça de manière beaucoup plus facile que sur entre guillemets, du papier. Pourquoi il est utilisé? Alors, cette histoire c'est effectivement plutôt pour faire un diagnostic, pour aussi mettre en mouvement ensemble le personnel de l'école. Au niveau du label, on n'a pas... ce label
réseau d'écoles en santé durable, il est important parce qu'il valorise, il visibilise que l'école en a fait une priorité, qu'elle est en chemin vers une école en santé durable, mais ce n'est pas un label avec une checklist ou un ranking, voilà, cette école a tout fait juste, il y a 3 étoiles. Pas du tout. C'est plutôt une reconnaissance de cette prise de conscience ou de cette mise en projet, d'essayer d'avoir aussi ces principes qui sont vécus dans l'école, la participation, l'empowerment. Donc, je dirais, oui, ce n'est pas une étiquette avec un suivi, un contrôle. Est-ce qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ce n'est pas du tout. Oui, c'est un élément de soutien à la démarche. Exactement. Ouais. Okay. Merci, parce que ça aussi, c'est un peu les débats qu'il y a actuellement dans le système éducatif français autour de ces éléments-là. Merci pour ces éléments de réponse. Je vois que les questions se bousculent sur le Q&R, donc on va essayer d'en traiter encore une ou deux, si vous en êtes d'accord, Madame Panati, avant Volontiers. de clore ce webinaire. Merci. Première question par rapport au programme finalement que vous nous avez présenté. Est-ce que les CPS sont également un des leviers clés, en tout cas utilisés dans ces programmes, et particulièrement la question du lien avec les données probantes? Est-ce qu'ils répondent finalement aux critères d'efficacité des programmes probants en matière de CPS? Donc la place des CPS, et finalement, est-ce que derrière ces 3 programmes, on retrouve des éléments des données probantes? Donc ça, c'est la première question. Et puis, je vous adresse quand même, du coup, la deuxième dans la foulée, puisque du coup, elle est en lien également avec celle-ci. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans votre système et dans votre contexte, et bien, finalement, vous avez choisi d'aller sur tel type de programme plutôt que d'autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un programme vraiment qui émerge? Est-ce que c'est suite, là aussi, à une volonté de l'école? Est-ce que c'est une équipe de recherche à un moment donné? Est-ce que c'est le réseau qui identifie à un moment donné des programmes probants, etc. Donc, la place des CPS, et puis finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces programmes émergent? Voilà, quelles sont les raisons un peu qui font que ces programmes émergent à un moment donné? Donc, CPS, j'imagine, c'est compétences psychosociales. Oui, pardon. Oui, très bien. Donc, oui, bien sûr, c'est vraiment un point central. Donc, là, si on prend Mind Matters ou Sortir ensemble et se respecter, on travaille vraiment sur les compétences psychosociales, ça c'est sûr. C'est des programmes qui ont été évalués soit dans leur pays d'origine, donc Mind Matters, c'est l'Australie, ensuite l'Allemagne. Sortir ensemble et se respecter, c'était Safe Date aux États-Unis. Donc, c'est des programmes qui avaient déjà un accompagnement scientifique et où ça a été mis en évidence le rapport. Et en Suisse, on a aussi fait des tests dans les écoles et une évaluation externe, en l'occurrence pour sortir ensemble et se respecter. Donc, oui, c'est aussi des programmes qui sont validés, qui montrent qu'est-ce que ça amène aux jeunes et à l'école. Pourquoi tel ou tel programme? Alors là, déjà, ils sont pas disponibles partout, enfin, ils sont pas utilisés partout. On a plein de programmes différents au niveau local. Je dirais là, je voulais les signaler parce que c'est aussi des projets qui prennent de l'ampleur et puis qui sont disponibles dans les 2 régions linguistiques, donc complètement, qui vont l'être, pour My Matters, qui sont adaptés. Ça dépend aussi du contexte politique. C'est clair qu'en Suisse actuellement, comme en France ou dans les autres pays, on a une prise de conscience de l'importance de ces questions de violence conjugale ou de violence sexuelle et de l'importance de les questionner ou de renforcer les compétences déjà chez les jeunes, chez les 12-18 ans. Et puis, alors, la santé psychique, c'est, je dirais, un enjeu majeur, même avant le Covid, de santé publique. Actuellement, une grosse préoccupation envers les jeunes, qu'ils soient des enfants ou des adolescents. Donc là, je pense que c'est aussi un domaine où on a besoin de ressources et on a besoin de ressources concrètes, disons, que les gens puissent s'approprier. Je n'aime pas du tout le mot clé en main, mais il faut quand même qu'il y ait des choses opérationnelles. On a fait une partie du travail pour que les enseignants ou les établissements se les approprient à leur façon, avec la souplesse, mais il faut quand même leur proposer des choses concrètes et en lien avec les plans d'études. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec ces projets. Merci Madame Panatier. On arrive au terme de ce webinaire. En tout cas, il nous reste à vous remercier très sincèrement. Merci pour
la qualité de votre intervention et votre disponibilité, en tout cas, pour répondre à ces questions. Merci beaucoup, Madame Merci, Panati. c'est un plaisir.